Bonjour à tous, moi c'est Arnaud Akakbo et je suis formateur à École des jeunes célibataires équilibrés appelée EJCE et je suis directeur de société. Donc nous intervenons au niveau de EJCE, c'est pour former les jeunes et je crois que c'est de cela que nous parlerons aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour tout le monde. Moi c'est Abraham Ametepe. Je suis également formateur à l'École des jeunes célibataires équilibrés. Et je suis entrepreneur. Entrepreneur. Lequel de ces jeux était votre préféré? Si j'ai bonne souvenance, je suis beaucoup plus dans le foot. Les jeux, je ne me rappelle pas vraiment. Ça, c'est mon gars sûr. Quelle est votre équipe que vous aimez le plus dans votre vie? À part les Parlez bien, s'il vous plaît. Non, je suis un fan de Barça. C'est équipe, ça? Voilà, non mais... Oui, John. Madame B, au point. Mais ça me font péter. Oh, vraiment, vous là, vous êtes un homme béni. Quand on vous voit comme ça, tout ça, on voit une lumière. Vous dégagez quelque chose d'extraordinaire. Je vous regarde, je me dis, mais qu'est-ce pas ça? How come somebody can just shine like this? Oh my gosh. Et puis vous vous appelez Monsieur Abraham, le père de la foi. Sans vous, il n'y aurait même pas de Monsieur Ama. Oh. Vous êtes bien assis? Ça va? Tout va bien? Attendez, je vais vous aider. Mettez-vous à l'aise. Merci. Ça va? Ça va. C'est bon? Voilà. Merci. Monsieur Yannick. Oui. Ça va? Ça va très bien. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, là, non. Non, mais ça, après... j'ai eu Gombo à Lomé ici. Donc... Alors, je vous présente mon meilleur ami. Je n'ai pas d'autre meilleur ami dans ma vie à part lui. Donc, très cher Yannick Dion, bonjour. Bonjour, Aïcha. Bon gombo, hein? Ouais, quand même. Quand même, comment? Bon ou meilleur quand même? Ça glisse. Ça glisse, c'est bien. Hein? Ouais. D'accord, c'est bien. Alors, monsieur Yannick Dion, hein, communicateur, journaliste, qui est avec nous depuis... on sent aussi le départ qui approche, franchement, c'est quelle tristesse. Mais on sait que de bonnes choses vont se faire. Un petit coup de piment après? Aujourd'hui encore? Comment aujourd'hui encore? Non, aujourd'hui, là, je dois aller gérer un truc, donc demain. Demain. Ouais, demain. Ça marche. Je te laisse regarder la caméra et dire bonjour à la Côte d'Ivoire. C'est comment la famille 225? J'espère que vous allez bien. Je suis très bien traité ici au Togo. Je vous invite à y venir. Il y a de très belles choses ici. Voilà. Portez-vous bien. À bientôt. Un petit coup de guéret. Mon alou. Ah ouais, mon oui. Bisous là-bas. Bisous là-bas, là. Alors, nous parlons de l'école du mariage. Et comme on le disait tout à l'heure à l'entame, je ne sais pas, il y a notre jeune lumière qui se balade quelque part, qui va finir par apparaître sur ce plateau-là. Il s'agit de Miss Light, comme je le dis. Peut-être qu'elle a besoin que vous l'encouragiez. Encouragez-la, elle va arriver. C'est comme ça qu'on fait sur les jeux. Voilà, en fait, vous savez, après la défaite qu'elle a eue malheureusement face à M. Ama, elle est allée se régénérer pour une remontada. N'est-ce pas? Amen. Amen. On parle de l'école du mariage. Et c'est étonnant quand on dit école du mariage. Pourquoi déjà on dit école du mariage? Ok, d'accord, merci. Je vais préciser que nous disons plutôt école des fiançailles. Voilà. Et nous avons deux écoles. Okay. Nous avons d'abord école des jeunes célibataires équilibrés. Et dans cette école, nous préparons les personnes qui ne sont pas encore engagées. Donc, on leur montre quelles sont les étapes à suivre, comment se préparer pour être un bon choix. Parce que généralement, quand les gens doivent se marier, pour être soi-même un bon choix de conjoint pour quelqu'un. Se préparer pour être un bon choix. Voilà, parce que généralement, nous partons, les gens partent sur l'idée de « je cherche la bonne personne, je n'ai pas encore trouvé la bonne personne ». Nous, dans notre école, l'approche, c'est tout le monde cherche la bonne personne, personne ne travaille à devenir la bonne personne. Donc, nous travaillons à amener les gens à devenir la bonne personne. En ce moment, tu correspondrais au choix de quelqu'un. Tu correspondras aux critères de quelqu'un. Parce que nous cherchons des gens qui n'existent finalement pas. Alors, si chacun devenait la bonne personne,
ce serait alors facile de trouver la bonne personne. Donc, c'est l'approche de l'école des jeunes célibataires équilibrés. Et maintenant, quand cette école, tu finis là-bas et maintenant tu t'engages avec quelqu'un, tu passes à l'école des fiançailles. Là, on vous forme à deux. Dans l'école des jeunes célibataires, vous êtes ensemble. Tous des célibataires à qui on donne les cours. Maintenant, l'école des fiançailles, c'est vous deux qui êtes engagés, qui venez. Là, on vous coach ensemble, vous montrant comment. Parce que l'intérêt là-bas aussi, c'est d'harmoniser vos visions par rapport au mariage. Parce que quand on dit mariage, chacun a sa manière de concevoir à partir de son éducation, sa culture et ses expériences. Et c'est le choc de ces divergences d'expériences qui cause souvent les problèmes. Il y a des bons couples qui pouvaient marcher, mais l'ignorance de ces éléments font que ça ne marche pas. Donc ici, au niveau de l'école des fiançailles, on vous amène à avoir les mêmes manières de comprendre les choses. On vous pose les sujets qui divisent. Donc, vous irez réfléchir avant même de vous marier. Donc, sur ces sujets, pour pouvoir ensemble trouver, OK, voilà comment nous allons faire telle chose, voilà comment nous allons faire. Donc, l'entente est mieux et ça vous permet donc de pouvoir rentrer. Alors, ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'on avait commencé avec l'école des fiançailles. C'est Coach Magoula qui est le promoteur de cette école. Et à l'école des fiançailles, quand les gens venaient, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui viennent, ils ne devaient pas être ensemble. La différence montre qu'ils n'ont pas les mêmes directions. Un oiseau amoureux d'un poisson, l'un des deux mourra. Parce que quand le poisson va décider d'aller dans les airs, c'est lui qui va mourir. Et quand l'oiseau va décider d'aller le rejoindre dans les eaux, c'est lui qui va partir. Donc, quand on se rend compte qu'ils ne doivent pas être ensemble, mais nous, en tant que formateurs, on n'a pas pour mission de dire séparez-vous. Non. Donc, on va simplement vous donner les cours pour que vous-même vous sachiez que il y a une forte incompatibilité qui fait que vous ne devez pas être ensemble. C'est là qu'on a compris que c'est parce que les gens ne savent pas comment il faut faire le choix. Et on a maintenant mis en place l'école des jeunes célibataires équilibrés pour amener les gens à faire le bon choix. Et là, quand vous allez à l'école des fiançailles, ce n'est qu'une suite logique. Merci. Waouh! Alors, comme je l'ai déjà dit, hein, c'est une série que nous démarrons avec vous aujourd'hui. Et il vaut mieux commencer à la base. N'extrapolons pas, ne sautons pas par-dessus les arbustes. On va rester vraiment à la base, On est suivi maintenant. On a plein de jeunes célibataires qui se disent « je n'ai pas encore trouvé la bonne personne ». Voilà, je parle comme les gens de là-bas. Je n'ai pas encore trouvé la bonne personne. C'est pas mon genre. C'est pas mon genre. Mais genre là même, est-ce que c'est pas... Ça compte, non? Bon, on va en parler. Il faut quoi déjà? Comment on prépare quelqu'un à devenir le choix de quelqu'un qu'il ne connaît pas encore? Voilà. Alors, quand vous êtes jeune et que vous voulez vous marier, quand vous pensez que vous allez vous marier, il y a un travail à faire sur soi d'abord. Donc, il y a des choses que quand vous avez et vous rentrez en relation ou bien dans le mariage, sans l'aide de personne, le foyer va se casser ou la relation va se briser. Sans l'aide de personne. Vous seul, en portant ces choses-là, vous êtes capable, c'est-à-dire ces choses en vous sont capables de détruire toute relation que vous allez avoir avec quelqu'un en termes des relations sentimentales, je veux dire. Pourquoi? Je donne un exemple. Quand tu prends par exemple l'égoïsme ne vient pas au mariage. Or, des gens ont ce caractère en eux sans savoir que ce n'est pas un caractère qu'on amène en relation. Il est âgé, il a les moyens, il dit « je veux rentrer en relation, je veux me marier ». Mais il n'a pas traité la question de l'égoïsme qu'il a traîné depuis longtemps. Donc, on l'amène à savoir, il y a ce que nous appelons les menaces au mariage. Donc, il y a l'égoïsme, il y a la question que ce que nous appelons par exemple 50-50. C'est-à-dire que tu me fais du bien, je te fais du bien, tu ne me fais pas du bien, je ne te fais pas du bien. On peut l'utiliser dans les amitiés, mais on ne l'utilise pas dans les relations pour le mariage. Si on ne vous le dit pas, vous allez l'avoir parce que vous avez toujours... Non, on ne se venge pas. Parce que... Il n'y a pas you do me, I do you. Non, non, non. Si vous le faites, parce que le truc, c'est quoi? Si vous êtes en amitié avec quelqu'un, en amitié, hein, si ça, tu n'es pas obligé de continuer à être ami avec lui. Donc, si ça ne t'arrange pas, tu arrêtes. Mais quand nous parlons de mariage, nous parlons d'un engagement beaucoup plus profond et plus sérieux, où personne ne se marie avec l'idée de « je vais me séparer plus tard ». Claire. Donc, il faut mettre les éléments de base qui ne vous permettent pas de vous séparer. Et que si séparation il y aurait, ce soit vraiment une circonstance extraordinaire. Sinon, les éléments ordinaires, par exemple, on ne peut pas être en couple sans qu'il y ait conflit entre nous. C'est normal. Maintenant, si on ne vous enseigne pas comment on gère les conflits et que vous êtes quelqu'un, quand vous vous fâchez quand vous êtes en conflit avec quelqu'un là, c'est qu'on ne peut pas vous calmer. C'est parti pour des années. Ça ne vient pas au mariage. Donc, il faut qu'on vous l'enseigne. Des gens, ce n'est pas ignorance. Des gens, c'est parce qu'ils ont ce que nous appelons les blessures émotionnelles. Non traitées, non guéries. Ils prennent ça, ils viennent.
C'est des bonnes personnes, mais les expériences du passé qui ont détruit, en fait, qui ont blessé des choses dans leur âme, dans leurs émotions, font qu'ils ne sont pas des bons candidats au mariage. Au cours de la formation, nous avons 3 modules. Module 1, nous enseignons les fondamentaux du mariage. Qu'est-ce qu'il faut savoir pour se marier? Quels sont les éléments, par exemple, la gestion de la colère. Beaucoup ne savent pas comment on gère la colère. Donc, la gestion des émotions. Tu as la colère, tu quittes le boulot, tu amènes ça à la maison, tu mets tout le monde en colère. Ça ne se fait pas. On doit t'enseigner comment on gère la colère. Comme ça, tu comprends que ce n'est pas parce que tu es en colère que tu dois mettre l'autre mal à l'aise. Tu gères ta colère. On doit t'enseigner cela. Quand tu viens, tu sais que l'autre n'est pas ton ennemi, même si vous ne vous entendez pas. Vous êtes dans le même bateau. Si ça chavire, vous tous, vous allez couler. Donc, vous avez intérêt à tout faire pour que ça marche. Et quand chacun met du sien dedans parce qu'ils ont les bonnes informations de départ, là, c'est comme ça que ça commence pas à marcher bien. Donc, on fait les fondamentaux du mariage au module 1. Au module 2, c'est là où nous traitons la question des blessures de l'âme. Nous faisons vraiment un cours. Actuellement, même, nous sommes en train de faire un recyclage où les gens qui ont déjà suivi le cours, nous les reprenons et nous les suivons cas par cas. Parce que quand nous parlons, les exercices à faire pour la guérison, c'est des exercices qui font parfois mal. C'est-à-dire que ça va te ramener, te replonger dans ces événements qui avaient causé les blessures et on t'accompagne progressivement pour te montrer comment vraiment guérir. Les gens pensent que le temps guérit les blessures, le temps ne guérit pas. Ça te fait peut-être avoir l'impression d'avoir oublié, mais des événements qui vont ressembler à ça vont les réveiller encore. Et quand tu as ces blessures, tu rentres en relation avec quelqu'un, la personne, lui, ne sait pas. Il va faire des choses qui vont révéler la blessure, tu vas réagir de manière disproportionnée. Il va dire que tu es une mauvaise personne, il ne peut pas aller. Alors que s'il connaissait ton histoire, il te comprendra. Si toi-même, tu connaissais ton histoire et tu savais que telle chose-là, il faut que je le traite avant de rentrer en relation, tu serais... En fait, ce n'est pas que tu es mauvais. Beaucoup de gens qui dans les couples se séparent, ce n'est pas qu'ils sont mauvais au fond. C'est qu'on ne connaît pas leur histoire. Ils transportent beaucoup de choses sur lesquelles il faut travailler. Donc, module 2, nous amenons les gens dans ça. Il y a des tests que nous faisons pour identifier ta blessure, sinon tes blessures. Il y a des exercices d'accompagnement qu'on montre aux gens. Voilà, faites tel exercice, et on les suit pour la guérison. Et troisième étape, maintenant, troisième module, nous formons les gens sur l'ensemble des choses à faire pour commencer une relation et conduire la relation jusqu'au mariage. Parce que d'autres, ils font tout ça là jusqu'à rentrer en relation, mais ils ne savent pas comment conduire une relation. Tu es dans une relation où tu oublies l'existence de l'autre. Tu ne sais pas que l'autre a besoin de toi. Et là, il faut apprendre, c'est quoi le langage d'amour? Comment tu feras pour que l'autre se sente aimé? Et comment lui aussi doit faire pour que tu te sentes aimé? Donc, c'est des choses que nous montrons à ce niveau. Tu vois une fille dans la rue, tu lui dis « je t'aime ». Ça ne se fait pas. Tu ne peux pas voir quelqu'un et puis lui dire « je t'aime ». En fait, tu peux désirer quelqu'un que tu viens de voir. Tu peux avoir des sentiments, mais tu ne l'aimes pas encore. Pour l'aimer, il faut connaître ses qualités, ses défauts, voir tout ça là et décider d'aimer cette personne. Parce que l'amour est une décision et non un sentiment. Les sentiments finissent par partir. En moyenne 2 ans, tout ce que les papillons dans le ventre, ça va partir. Papillon dans le ventre. Oui. Butterflies in my belly. Cela va partir. Et puisque le mariage est censé pérenniser, continuer, si vous le construisez sur quelque chose qui va vous laisser après 2 ans, 3 ans, c'est que ce n'est pas la bonne base. Vous devez le construire sur la décision intentionnelle et volontaire de rendre l'autre heureux. C'est comme ça que nous définissons l'amour dans notre école. La décision intentionnelle et volontaire de rendre l'autre heureux, quels que soient ses défauts. Quand tu pars sur cette base, nous disons que l'amour doit être réciproque. Nous ne disons pas que forcément les sentiments doivent être réciproques. C'est-à-dire, cette décision doit être prise de part et d'autre. Quand j'ai pris la décision de te rendre heureux, tu prends aussi à ton niveau la décision de me rendre heureux. C'est ce que nous appelons amour réciproque. À partir de ce moment, vous apprenez maintenant à utiliser le langage d'amour, qui est le deuxième niveau de vos sentiments, parce que le premier niveau, les sentiments, tout ça, l'amour est facile, parce que c'est les émotions qui vous portent. Quand les émotions vont commencer par descendre, c'est intentionnellement que tu poses des actes envers l'autre, sans aucune émotion que tu ressens, mais quand tu le fais, ça réveille l'émotion chez l'autre, qui se sent aimé. Et en retour, lui aussi le fait, tu te sens aimé, et ça vous permet maintenant de pérenniser la relation. Et c'est comme ça que vous pouvez aller maintenant, et il y a la phase de l'engagement où vraiment vous deux, après avoir connu vos forces, vos faiblesses, vos défauts, tout ça là, tu dis, OK, je t'ai connu, j'ai connu tes forces, tes faiblesses, je décide de m'engager avec toi. Quand tu le dis et que l'autre aussi c'est réciproque, parce qu'avant cette phase, on fait la phase de l'étude des critères. Tu observes la personne par rapport aux critères que tu as définis. Quand tu le dis et que lui aussi le dit, vous deux, vous venez de vous engager. En réalité, vous venez de vous marier, sauf que ce mariage, c'est entre vous deux, personne ne le sait. Cet engagement que vous venez de prendre là,
c'est ce que vous irez montrer à vos parents. On parle de dot, que nous deux, on s'est décidé. Vous irez le montrer à l'État. C'est ça, on parle de mariage civil. Et parce que vous êtes dans une église, vous irez aussi le dire aux gens de l'église. C'est ça le mariage religieux. Ou à la mosquée. Hein. Ou à la mosquée, voilà. C'est pour dire le mariage religieux. Donc, le mariage commence par vous deux qui vous engagez après la phase de connaissance que nous appelons amitié, que nous subdivisons aussi à deux niveaux. Amitié générale, tu vois la personne de loin, tu l'observes à partir de tes critères sans rien lui dire. Deuxième étape, amitié restrictive, tu te déclares. Pas pour dire je veux t'épouser, mais je veux te connaître davantage. L'autre aussi s'engage. Donc, on est dans une relation, pas l'idée de on va s'épouser, mais l'idée de on va se connaître davantage. Quand vous finissez la phase de connaissance, c'est là où vous pouvez aller à l'engagement. Et quand l'engagement est réussi, c'est que vous êtes déjà d'accord, vous êtes mariés, sauf que vous ne pouvez pas, ce n'est pas encore officiel. Vous allez officialiser à partir des 3 étapes et vous entrez. Waouh! Eh ben, j'ai envie de vous demander, messieurs, avez-vous vécu cela? Bachana laisse, Bachana, comment tu dis non? Oh Seigneur! Mais vraiment quoi? Yannick? Oui, les étapes dont le monsieur a parlé tout à l'heure, bah, oui. Au début, c'était de l'amitié. De l'amitié, ensuite, au fur et à mesure de la fréquentation, je pourrais dire, l'amour est né, et puis l'envie de s'engager pérennement a suivi. Et puis voilà, Okay. on s'est mariés. D'accord, magnifique. Monsieur Ama? Ouais, c'est pareil de mon côté aussi. Et, je trouve ce qu'il dit très intéressant. Et je pense que même ceux qui sont déjà mariés, sans pour autant... Comme M. Kolani, hein, parce que lui, il a brûlé les étapes. Je crois que ce cours, je ne sais pas s'ils le font, mais il devait s'étendre aux gens qui sont déjà mariés même, pour qu'ils reviennent en arrière, redécouvrir ce qu'ils auraient dû découvrir. Donc c'est très important. C'est très important. Madame Light. Moi, suite à la réponse de M. Yannick, j'ai une question. Il a tendance à dire « je suis passionnée de ma femme ». Comment on devient passionné de son partenaire? Parce qu'il y a assez de personnes qui rentrent dans le mariage juste comme ça, bon, on va dire les papillons dans le ventre, et après, ça ne donne plus grand-chose. Donc, comment est-ce qu'on devient passionné de sa femme ou bien de son partenaire? Vous allez nous répondre, et après, je veux une précision de M. Yannick. D'accord, merci. En fait, quand on dit qu'on est passionné de sa femme, j'ai dit tout à l'heure que l'amour, c'est d'abord une décision. Ça ne veut pas dire que... Alors, c'est rare qu'un homme dise qu'après avoir épousé sa femme, il n'y a plus d'autres femmes qui l'attirent. Si un homme le dit, ce n'est pas trop sûr. Je ne croirais pas. Non, il n'est pas normal. Voilà. C'est pas normal. Il n'est pas normal. Oui, parce que c'est impossible. Voilà. Mais pourquoi? C'est impossible. C'est Donc, presque inné. La question que je posais, c'est donc c'est rare pour un homme grand H ou bien un homme petit H? Petit H. Petit H. Qui a dit petit H? Tous. Tous, hein? Donc, par contre, est-ce que c'est rare aussi pour une femme de dire que depuis qu'elle est mariée? Non, c'est pas rare pour la femme. Parce que généralement, le cœur de la femme s'attache. Le cœur de la femme peut s'attacher à un seul homme toute sa vie. Alors que l'homme, non. Alors que l'homme, je ne sais pas si c'est probablement inné, dans le sens où... Alors, ça m'amène à préciser ceci. Vous savez, il y a une silhouette de femme, pour tout homme, hein, il y a une silhouette de femme avec des caractéristiques physiques et émotionnelles, tout ça là, qui correspondent à ton goût. Et chaque temps que tu verras une femme qui va répondre à ça, ça va susciter des envies chez toi. Mais des fois, nous recevons des messages ici où les gens ont un critère donné, et, ou en tout cas leur femme, ou les dames, ou je ne sais pas comment je veux le dire, les personnes avec lesquelles ces personnes trompent leur conjoint ou partenaire ou épouse, sont totalement l'opposé. Oui, c'est ce que je veux dire. Quand j'ai parlé des silhouettes, il n'y a pas que le physique, il y a plein de choses dedans. Tu peux voir quelqu'un, c'est le physique qui t'intéresse, quelqu'un d'autre, c'est juste sa voix. Quelqu'un d'autre, c'est juste sa démarche. Donc, c'est des choses éparpillées. Que tu peux trouver ici, c'est lui, sa morphologie ne t'intéresse pas, mais sa voix te séduit. Une autre personne, c'est juste sa démarche qui te séduit. Une autre personne, c'est son intelligence qui te séduit. Sa manière de raisonner te séduit.
Donc, il y a tout ça là qui peut amener un homme à désirer d'autres femmes en dehors de sa femme. Maintenant, quand c'est la décision de dire, celle-ci, c'est elle que je vais aimer, alors tu développes la passion pour elle. Cette passion est nourrie par ce que j'ai appelé tout à l'heure les langages d'amour. Lorsque les langages d'amour, nous naissons avec, et il y en a 5, c'est Gary Chapman qui les a systématisés. Lorsque, par exemple, quelqu'un a les paroles valorisantes comme langage d'amour, fille comme garçon, quand vous lui donnez des paroles valorisantes, tu es belle, tu es ceci, ça ouvre son cœur. Elle ronronne comme Maintenant, un chat. quand tu as une femme qui maîtrise ton langage d'amour et qui te le parle tout le temps, facilement, tu seras passionné d'elle. Okay. C'est comme ça aussi qu'il y a des choses que tu aimes. Parce qu'avant d'épouser quelqu'un, tu as aimé quelque chose en elle. Quand elle identifie ça et la cultive régulièrement, ça suscite et fait grandir véritablement ton amour. Il y a des gens, ils sont entrepreneurs et ils voulaient une femme vraiment qui va les aider dans l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça qu'ils ont épousé la femme là. Et la femme là joue parfaitement ce rôle-là. Tout le temps, ce monsieur sera passionné d'elle parce que c'est que mais je ne peux pas réussir à atteindre mes objectifs sans elle. Il peut désirer d'autres femmes, mais celle-là, il ne peut jamais la changer de sa vie. Elle sera, et comme maintenant il a pris la décision de l'aimer, alors toute sa passion sera développée envers celle-là. Il y a quelque chose aussi que je voulais dire, c'est que vous savez, nos choix de goût, tout ça là, généralement, on nous a expliqué en psychologie, ça vient de l'enfance. Quand ta maman, ou bien celle qui t'a gardé dans l'enfance, tu as ressenti de l'amour, le jeune garçon qui va à l'âge de 5 ans développer le complexe de l'Oedipe, il veut épouser sa maman, et à partir de 7 ans, en allant, tous les instincts sexuels s'éteignent, qui se réveillent à la puberté avec la conscience de l'inceste. Et à partir de ce moment, il va à la recherche de sa maman. Donc, généralement, les femmes qui vont ressembler à sa maman, il va les désirer. Donc, c'est comme ça que ça se construit. Donc, la question posée sur la passion, voilà comment ça se fait. Donc, c'est pourquoi nous disons que la relation se construit. Maintenant, il y a des femmes qui, après le mariage, dont l'objectif est le mariage. Donc, après le mariage, l'objectif est atteint, il n'y a plus rien à faire. C'est là qu'elles abandonnent, elles ne se font plus désirer par leur mari, tout ça là. Et là, finalement, ça rend la chose difficile parce qu'elle n'a pas compris ce pourquoi elle était là. Alors, monsieur Abraham, quelqu'un a demandé, mais cette école, est-ce qu'elle ne concerne que les célibataires et les célibataires avec enfants? Alors, non, elle concerne tout le monde. Pour preuve, celle qu'on vient de terminer, il y a 2 couples qui viennent pour suivre parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a des choses qu'ils doivent connaître qui sont des basiques pour le mariage. Vous savez, le mariage, c'est une collaboration. Aujourd'hui, vous allez voir une entreprise pour le management des personnes, les ressources humaines, les gens vont suivre des formations pour bien le faire. Alors qu'au couple, le management, c'est chaque jour. Et on se rend compte que c'est quelque chose qu'on ne prend pas à cœur, on ne suit pas des formations, on ne se forme pas, alors que c'est pour toute la vie. Et on est maintenant surpris du fait que les problèmes viennent, on n'arrive pas à les régler. Mais aller à la recherche de l'information. Donc, il y a des couples qui viennent pour apprendre pour eux-mêmes et également pour ceux qui sont autour d'eux pour pouvoir leur enseigner comment est-ce que ça se passe. Ce qui veut dire que, message pour tous ceux qui nous suivent, qui sont en groupe depuis belle lurette déjà, il n'est pas tard. Tant que vous avez la volonté d'apprendre. Alors, vous l'avez dit, on comprend que c'est vraiment des étapes et des étapes et des étapes. Lorsque quelqu'un vient, la question posée est comment quelqu'un se détermine à devenir quelqu'un qui... parce que pour beaucoup, souvent, les gens, en tout cas pour 80-90% des témoignages que nous recevons ici sur ce plateau, c'est toujours l'autre qui a fait quelque chose. C'est jamais soi. Voilà, l'échec de ce foyer, l'échec de ce couple, c'est dû à l'autre. Hein. Ça peut être un élément flagrant comme un élément un peu plus insidieux. Hein. Mais toujours que c'est l'autre, quoi. C'est l'autre qui est trop jaloux, trop possessif, trop égoïste, trop ceci, trop cela, trop cela. Alors, comment est-ce qu'avant même de choisir un partenaire, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Vous avez parlé des blessures, donc c'est-à-dire qu'on doit passer par une école de guérison des blessures. Mais après ça, si je suis quelqu'un de trop capricieux, quand on dit caprice, on va dans quand je suis quelqu'un de trop capricieux, je suis donc quelqu'un d'égoïste, ça, c'est ça? Si je suis quelqu'un de possessif, est-ce que je suis égoïste? Si je dis je, parce que je ne veux citer personne, je donne un exemple. Si je suis, j'en sais rien. Comment
Parce que quand on vient, est-ce que je me mets devant les profs, enfin, je sais pas, les orateurs, je dis bonjour, je suis quelqu'un qui menace, parce que elle me menace tout le temps. Je suis quelqu'un qui menace tout le temps. Je suis ici. Comment on fait en fait pour se mettre vraiment à l'apanage de la personne qu'on veut rencontrer ou bien qu'on veut épouser? Pour se stabiliser. Ok. Bon, déjà, un égoïste, je vous explique de façon très claire, c'est quelqu'un qui, quand son intérêt n'est pas pris en compte, il se met à l'écart, soit il prie au fond de lui que les choses se gâtent. CP1 de la C'est comme société. ça. C'est un égoïste. Quand c'est pas lui, c'est que ça ne marche pas. Non, mais là, c'est grave. Oui. C'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui. Il ne pense qu'à lui. Et par rapport à la question telle que vous l'avez posée, vous savez, des gens viennent à l'école au départ, parce qu'ils ont eu des gourmets aussi, et ils pensaient que c'est l'autre qui a fait que ça n'a pas marché. Quand nous faisons les premiers cours, parce qu'à la fin des premiers cours, par exemple, sur les menaces au mariage, quand on cite les menaces, nous les décrivons. Nous décrivons l'attitude. Quand tu as ceci, voici le comportement, comment l'attitude, etc. Et quand on finit, on présente un petit test pour que chacun voit quelles sont les choses de ces éléments-là qui se trouvent chez toi. C'est là que beaucoup se rendent compte dès le départ que, si la relation n'avait pas marché, j'en suis aussi pour quelque chose. Donc ça amène les gens à se rendre compte que eux-mêmes aussi, ils ont participé au fait que ça n'a pas marché. Et donc, les premiers exercices à partir de ce cours, c'est de dire, si vous avez identifié ces choses chez vous, commencez par travailler dessus. Parce que quand vous l'avez, ça ne marchera pas. Quelles que soient les relations que vous pouvez être avec une très bonne personne, ça ne marchera pas. Parce que la bonne personne aussi, pour être une bonne personne, c'est très exigeant. Parce que tu dois travailler sur toi. Par exemple, je dis, quelqu'un qui travaille à ne pas mentir. Monsieur Ama, pour vous là, c'est bien, vous allez réussir. Quelqu'un qui travaille sur lui pour ne pas mentir. OK? Pour faire ce travail, ce n'est pas facile. Oui. Quand tu finis par le réussir, quand tu es en face d'un menteur, facilement tu le sais. Il y a l'intérêt. Donc, celui qui travaille sur lui, comme nous sommes en train de dire dans notre école, ceux qui travaillent sur eux pour devenir bonnes personnes, ils ont une chance, quand ils sont avec une mauvaise personne en relation, très vite dès le début de savoir que lui, là, ce n'est pas une bonne personne. Parce que des choses qu'ils ont corrigées chez eux, ils se rendent compte très vite que la personne ne continue pas à traîner certaines choses. Des gens rentrent dans les relations qui se terminent par facilement parce qu'eux-mêmes, ils sont mauvais. Ils ont des choses, et quand vous avez des intérêts communs pour mentir, vous allez le faire, et vous deux, vous allez dire que vous êtes complices. Attendez, les intérêts c'est grave. Voilà. Les intérêts communs pour mentir. Pour mentir, et vous serez en relation, vous allez mentir, et vous deux, vous allez rire. Maintenant, vous allez dire que vous êtes complices. Ce qui va se passer, c'est qu'un jour, dans leur relation, vos intérêts seront divergents. Oui. Dans cette capacité à pouvoir mentir que vous deux, vous avez conservé là, chacun va se méfier de l'autre. Waouh. Donc, devenir la bonne personne nous aide nous-mêmes à facilement rencontrer la bonne personne. Donc, quand tu es avec la mauvaise, tu sais. D'ailleurs, tu auras un standard de vie que beaucoup ne peuvent pas supporter. C'est-à-dire que quand ils viennent dans ta vie, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas supporter ton standard. Donc, ce n'est pas toi qui les fais partie, c'est eux-mêmes qui savent qu'ils ne peuvent pas t'approcher. Ce standard fait que les gens qui ont ce standard facilement rentrent dans ton cercle d'amitié. Donc, parfois, quand certains disent que j'ai rencontré quelqu'un qui fait dire, mais où est-ce que tu arrives à rencontrer tes gens? Ça veut dire que toi-même, tu as des choses qui attirent ce type de personnes. Sinon, si tu travailles sur toi, il y a certains types de personnes, elles-mêmes ne se sentiront pas à l'aise de rentrer dans ton environnement. Ça ne leur fera pas du bien. Donc, le travail sur soi, là, fait que tu rentres dans les environnements où les gens qui ont les mêmes manières de fonctionner, tu les attires. Je dis, quand tu deviens le bon choix, c'est en ce moment que le véritable choix se fait. Parce que quand tu n'es pas le bon choix, là, c'est que tu finis par faire un choix par défaut. C'est-à-dire que, comme beaucoup ne viennent pas, celui qui vient, finalement, c'est avec lui, tu t'accroches. Alors que, si tu travailles sur toi, les bonnes choses, tout le monde cherche ça. Hein. Quand tu fais un bon travail sur toi, femme comme homme, là, tu seras désiré. C'est-à-dire que même les gens qui ne sont pas bien là, ils te veulent quand même. Parce que tu dégages des bonnes choses. Sauf qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas être dans ton environnement. Donc, c'est ça l'intérêt de faire le travail. Toujours dans la réponse à votre question, je dis souvent aux jeunes filles qui viennent dans notre formation que les garçons que vous trouvez ici, il y a quand même un pourcentage d'humilité qu'on doit leur reconnaître. Parce qu'un masculin, par nature, n'accepte pas d'apprendre sur les questions du mariage. Ils se disent, bon, écoutez, eux, là, ils vont nous enseigner quoi sur le mariage. Nous-mêmes, on sait comment on peut gérer les relations. Et c'est là, ça se casse. Souvent, dans nos cours, il y a plus de femmes qui viennent que de garçons, que d'hommes. Donc, quand les garçons viennent, c'est des garçons, vous allez comprendre que réellement, ils veulent que ça marche.
Et là, eux, ils viennent. Donc, pour venir, il faut une bonne dose d'humilité. Je veux parler là des masculins, une dose d'humilité pour comprendre que oui, c'est vrai, j'ai fait des choses, mais ce n'est pas sûr que je connais. Je peux apprendre. Alors, nous qui faisons ces cours, vous allez voir, nous sommes jeunes. Donc, si tu es plus âgé que nous, tu vas dire, mais ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire le mariage? Voilà. Alors que nous ne partageons pas nos niveaux d'expérience et de connaissances. C'est des choses que nous avons lues. C'est des formations que nous avons suivies. Donc, c'est cet ensemble de choses. Quand tu lis un livre de quelqu'un, ça te fait gagner en temps. Tu n'as pas besoin de faire son expérience avant d'avoir ses connaissances. C'est clair. Donc, c'est l'ensemble de ces choses. Nous ne disons pas que ce que nous faisons, d'autres ne peuvent pas le faire. Mais si tu n'as pas cette vocation-là, tu ne peux pas te mettre à aller lire tous les livres sur le mariage, apprendre pour savoir qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas, comment on doit faire, etc., jusqu'à systématiser un coup et commencer par donner. J'ai assisté à une conversation entre deux messieurs il n'y a pas très longtemps où c'est un qui dit, tu vois comment je suis calme comme ça, madame va venir maintenant et c'est pas que tu as eu quelque chose au travail et donc tu te contiens pour ne pas justement contaminer l'ambiance à la maison, mais tu veux juste être quelqu'un de posé et de réfléchir à ce qui t'est arrivé. Elle vient, commence à te faire ses mamours et ses câlins et tout ça et toi tu ne supportes pas et tout de suite la première question ou la première idée qu'elle se fait c'est que tu as quelqu'un d'autre. Ok? Oui, vivez, vous aussi, vous êtes comme ça, messieurs? A priori, non, parce Voilà. que le... Ok, vous allez finir d'abord? Allez-y, Ok. c'est important. Parce que déjà, le couple, c'est... comment dire, les fondements n'ont pas été respectés dans ce cas d'espèce. Parce que pour rien au monde, je ne peux jamais faire ce genre de suspicion sur ma femme. Elle est calme, elle ne réagit pas, du coup, donc, elle a c'est que quelque peut-être chose. la personne n'a pas travaillé, ne sait pas travailler. Je vous donne mon exemple. Moi, je suis quelqu'un de très possessif envers mon oncle, par exemple. Ok. D'accord? Donc, si en passant, je vois mon oncle qui tape Madame Sandra un peu, je dis tout de suite, je suppute. Je me dis, il y a quoi? Que se passe-t-il? Madame Sandra va-t-elle m'arracher mon oncle? Il y a quoi? Non, je dois mieux les surveiller. Il faut recadrer, il faut millimétrer maintenant l'approche de Madame Sandra. Elle doit être à 5 km de loin de Bachana et ainsi de suite. Est-ce que c'est parce que avant que, bon, là, vous savez que je rigole, mais Oui. avant peut-être d'engager une relation, la personne n'a pas traité peut-être une blessure. Oui, Voilà, justement, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Tel que vous décrivez, c'est les caractéristiques des gens qui ont la blessure de la trahison. Ils sont dans les relations, ils sont contrôlants. C'est le masque qu'ils portent. J'ai dit, mes oncles m'abandonnent beaucoup. Donc, quand la personne, par exemple, a été trahie, facilement, quand il est dans une relation, il veut contrôler tout. Pour s'assurer. Pour s'assurer qu'il n'y a Rien pas ne un l'échappe. aspect qui lui échappe. Et ces personnes, quand tu es en relation avec eux, tu es où? Avec qui? Tu fais quoi? Tu rentres à quelle heure? Donc, quand tu sens qu'on te pose ces genres de questions en relation, il faut voir l'autre là, s'il n'a pas une blessure de trahison dans son affaire. Et quand tu es guéri de cette blessure, tu ne vas plus fonctionner comme ça. Quand nous on fait le cours sur les blessures, ça te permet, quand on fait les descriptions, de savoir que, donc si je fais telle chose, c'est parce que j'ai eu ça. Et maintenant, quand on fait l'exercice pour identifier les causes de ces blessures, tout ça là, et que tu arrives à rentrer dans ton histoire, tu te dis, ah oui, vraiment. Ça permet aux gens de savoir que beaucoup de relations cassées là, c'est à cause de ma blessure. J'accusais l'autre. Parce qu'en termes de blessure, quand tu as une blessure, d'abord, par principe, une personne blessée blesse. Maintenant, quand tu as une blessure, tu as la conviction de maîtriser les choses. Il y a beaucoup, et je ne vais pas le cacher, il y a beaucoup aussi aujourd'hui qui sont devenus des coachs sur Internet à cause de leurs blessures. C'est-à-dire que leurs blessures leur fait croire qu'ils maîtrisent quelque chose. Mais ils ne font que parler des choses liées à des blessures. En fait, eux-mêmes, ils ne sont pas équilibrés. Mais comme beaucoup aussi sont blessés, alors beaucoup trouvent leur compte dans ce qu'ils disent. Et vous entendez des gens dire des choses, vous dites, mais écoutez, on ne doit pas dire ça aux gens. C'est à cause des blessures. Donc, mon mari rentre, il est triste, tout ça là. Je vais pas moi et ma femme. Quand tu épouses quelqu'un, tu dois connaître, avec toutes les étapes qu'on a dit là, tu connais beaucoup de choses. Quand ma femme rentre avec une mine serrée, je sais qu'elle a un problème. Il faut que je laisse d'abord mon problème. J'essaie de l'écouter. Ah oui, hein? D'aller à connaître quel était son problème. Parfois, le problème, ça vient de moi. Peut-être que le matin, là, j'ai fait quelque chose sans savoir et elle est venue, qu'elle m'a vu en même temps, elle est fâchée. Je pose des questions jusqu'à identifier le problème là. Et si ça vient de moi, je présente des excuses. Si ça vient de quelqu'un, on discute. Et même si vous-même, vous avez des problèmes, vous mettez ces oui, problèmes vous mettez de côté. ça de côté. Ah oui. Okay. Parce que si elle est rétablie, elle aussi peut t'aider.
par rapport à tes problèmes aussi. Quand tu finis de l'écouter et qu'elle revient en elle-même, elle peut aussi te demander comment était ta journée. Et si tu as des choses, tu peux dire, et elle aussi va t'aider. Parce que vous êtes une équipe. Mais quand la personne est juste triste et puis tu commences pas à penser que c'est parce que la personne, non. Et aussi, si c'est quelqu'un qui, depuis que vous étiez en relation, faisait comme ça et que toi-même tu as accepté et tu l'épouses comme ça, ben, ça veut dire que tu sais qu'il était comme ça, donc c'est quelque chose que vous avez accepté. Parce que le mariage, c'est aussi ce qu'on a décidé soi-même. Il y a des gens où, par exemple, l'infidélité ne leur dit pas grand-chose. Hein. Un homme infidèle, ça fait quoi? L'essentiel pour lui, c'est peut-être avoir les moyens, etc. Donc quand il a ça et que l'homme est infidèle, c'est pas trop son problème. Il y a d'autres, elle ne peut pas supporter un homme infidèle. Donc, tu dois savoir ce que tu peux supporter et c'est en fonction de ça que tu vas avec celui avec qui voilà, vous vous engagez dans ça. Et là, vous êtes à l'aise par rapport à votre couple. Parce qu'on ne compare pas les couples. Chaque couple est identique et unique. Tu ne verras jamais deux couples identiques. Ça n'existe pas. Comme toute personne est unique. Et finalement, parler encore de deux différentes personnes uniques qui forment ensemble un couple, c'est unique. Donc, vous n'allez pas comparer les couples, mais vous allez savoir comment fonctionne votre homme, comment fonctionne votre femme, et sur la base de ça, vous allez pouvoir équilibrer les choses. Première, comme vous l'avez dit, le CP1, même pas on est au jardin d'enfants, hein, de l'école des fiançailles et de la préparation des célibataires à devenir donc de bons partenaires avec les personnes avec lesquelles vous avez envie de vous mettre. La préparation vaut toujours mieux que toute autre chose. Hein. Sauter à pieds joints dans une relation, comme on l'a dit, juste à cause des sentiments, c'est une grossière erreur. Il faut vraiment, vraiment prendre le temps. Voilà, on a les frissons, on a la chair de poule, on a le cœur qui fait vous avez parlé de papillons dans le ventre. Bon, nous, d'où je viens, on mange beaucoup de viande de mouton, donc vous avez la viande de mouton qui fait pas bien quand même dans le ventre, mais qui fait d'autres choses quand même. Et puis vous vous dites que voilà, c'est bon. Non. Il y a beaucoup plus que ça. On va décortiquer au cas par cas, pas à pas, pour vous permettre, à vous tous qui nous suivez, de pouvoir d'une meilleure manière savoir comment entrer dans une relation, comment pouvoir poursuivre jusqu'à prendre la décision de vous engager, de vous marier en fait. Ça va peut-être vous faire que les témoignages qu'on va désormais recevoir seront beaucoup plus je ne comprends pas pourquoi est-ce que mon mari est trop gentil. Aïcha dit à Bachana, dit à mon mari, j'en ai marre. Il faut plus qu'il me couvre de cadeaux. Qui peut oser envoyer ce genre de témoignage? Vous pouvez envoyer pour témoigner de la bonté de votre mari, mais pas de dire d'arrêter. Mais ce qu'on veut dire, c'est que la famille est le noyau de tout développement de toute façon. Quelqu'un qui se sent bien chez lui, dans son foyer, dans sa famille, a déjà gagné 60% de sa vie. C'est vrai. Donc, on va en parler, on va dérouler tout cela avec nos invités sur plusieurs numéros et je suis sûre qu'on va pouvoir s'entendre là-dessus. Beaucoup demandent vos numéros, comment faire pour vous joindre, tout ça. Donc, est-ce qu'on peut donner un numéro pour que les gens qui nous suivent puissent vous contacter par rapport à l'école des fiançailles D'accord. Voilà, alors, il y a le 70 39. Un seul numéro pour qu'ils puissent bien retenir. Voilà, 70 39 77 72. 70 39 77 72. Voilà. 70 39 77 72. Le numéro est donné et le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. On va poursuivre. Hein. Comme ça, vous allez pouvoir... on va les laisser d'abord décrypter. Ensuite, ils répondront à vos questions. Je n'ai pas envie tout de suite qu'on commence par vous bombarder des questions des téléspectateurs parce qu'on est en train d'apprendre beaucoup de choses grâce à vous sur ce plateau-là. Et je tiens à vous dire que M. Abraham, il soutient le Barça. C'est pourquoi son foyer va bien. Bien. C'était important de le préciser. Alors, c'est équipe ça. Pardon? C'est équipe ça? Non, j'ai rien entendu, ne vous en faites pas. À votre avis, c'est quelle blessure il souffre? Parce que lui-là, il a une grosse blessure. Voilà. Lui-là, il a... Ça serait de l'injustice parce que Bassa lui a fait quelque chose. Les quatre petits héros là, c'est ça qu'il fait.